Alors, il y a 3 termes en HTML dont vous devez absolument comprendre le sens. Ce sont les termes éléments, balises et attributs. Les éléments, tout d'abord, vont servir à définir des objets dans notre page web. L'élément P, par exemple, va servir à définir un paragraphe, tandis que les éléments H1, H2 jusqu'à H6 vont servir à définir des titres d'importance diverses. L'élément A, lui, va servir à définir un lien. Donc les éléments sont eux-mêmes constitués de balises. Dans la plupart des cas, les éléments sont constitués d'une paire de balises avec une balise ouvrante, comme vous pouvez le voir ici avec l'exemple pour l'élément P, et une balise fermante, qui est donc identique à la balise ouvrante, avec seulement un slash précédant le nom de l'élément. Donc, toutefois, certains éléments ne sont constitués que d'une balise, qu'on appelle alors balise orpheline. C'est par exemple le cas de l'élément BR, comme vous pouvez le voir ici. Donc BR signifie break et sert à notifier un retour à la ligne. Alors notez que dans le cas d'une balise orpheline, le slash est placé après le nom de l'élément. Donc certains développeurs omettent le slash pour les balises orphelines car il n'est pas véritablement obligatoire. Cependant, sachez que cela est considéré comme une mauvaise pratique et je vous déconseille donc de faire cela pour garder le code le plus propre et irréprochable possible. Les attributs, enfin, donc, correspondent à des propriétés utilisées pour donner des indications supplémentaires aux éléments, comme par exemple pour indiquer la cible d'un lien, c'est-à-dire le site vers lequel le lien doit mener. Les attributs se placent toujours dans la balise ouvrante des éléments. Alors tout cela doit vous paraître assez théorique pour le moment, ne vous inquiétez pas, avec un peu de pratique ce sera tout de suite beaucoup plus clair. Commençons déjà par regarder l'exemple ci-dessous qui devrait déjà beaucoup clarifier les choses je pense. Donc ici, on voit bien que l'élément A est constitué d'une balise ouvrante, d'une encre textuelle, donc qui est le texte qui sera cliquable, et d'une balise fermante. Donc la balise ouvrante possède elle-même un attribut, l'attribut href en l'occurrence, qui permet d'indiquer le site vers lequel le lien doit mener. Alors retenez bien cette syntaxe, ce sera toujours la même, donc attribut égale guillemets valeur, et donc guillemets fermant. Donc voilà donc pour les notions d'éléments, de balises et d'attributs. Alors encore une fois, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas totalement clair pour vous, ça viendra très vite avec la pratique. Pour le moment, contentez-vous juste de bien retenir le rôle et la place de chaque chose, donc des éléments, des balises et des attributs. Alors, la structure d'une page en HTML5, la structure minimale d'une page en HTML5. Donc toute page écrite en HTML5 va commencer par la déclaration de ce qu'on appelle un doctype. Le doctype, comme son nom l'indique, va indiquer le type de document. Ici, en l'occurrence, le type de document est HTML. On écrira donc doctype HTML. Alors retenez bien qu'il faut mettre un point d'exclamation au début de cet élément qui est un peu particulier. Donc les éléments indispensables à la construction d'une page web sont ensuite l'élément HTML qui va contenir toute notre page web, l'élément head dans lequel on va écrire des informations à propos de la page, comme le titre, les balises méta, etc. et l'élément body dans lequel on va placer tout le contenu HTML de notre page. Alors à savoir que les éléments head et body vont être à l'intérieur de l'élément HTML. L'élément head va ensuite lui-même contenir donc l'élément title et les méta, et en l'occurrence le méta charset, qui est le type d'encodage utilisé pour la page. Alors voyons tout de suite ce que cela donne en pratique. Alors je ne vais pas utiliser mon éditeur, à savoir Komodo, mais à la place je vais utiliser un site qui s'appelle JSBean et qui possède l'avantage d'une part d'avoir une partie éditeur de texte justement, et d'autre part d'afficher le résultat en direct comme sur un moteur de recherche. C'est donc beaucoup plus facile pour moi de vous montrer en direct le résultat donc, de mes actions. Alors, vous concernant, donc je ne peux que vous conseiller d'utiliser votre éditeur de texte afin de vous familiariser avec lui. Si vous choisissez cette option, donc il vous faudra juste créer un document, puis l'enregistrer au format HTML, donc avec une extension .html. Ensuite, pour visualiser votre document dans votre navigateur, vous n'aurez qu'à double-cliquer dessus et celui-ci s'ouvrira automatiquement dans votre navigateur par défaut. Pensez bien donc à enregistrer dans votre éditeur les changements que vous faites dans vos pages HTML à chaque fois et à rafraîchir la page dans votre navigateur, sinon vous ne pourrez pas voir évidemment les changements effectués.
Et ne rigolez pas, car ça nous est tous arrivé, et moi le premier, donc passer des minutes et des minutes à se demander ce qui ne fonctionne pas, alors qu'en fait nous avions juste oublié d'enregistrer la page ou d'actualiser cette page dans notre navigateur. Donc allons-y avec l'écriture de la structure minimale de notre page en HTML, et on va donc commencer par écrire le doctype. Ensuite, donc, on écrit l'élément HTML. Alors on pense bien à refermer les balises ouvertes à chaque fois. Donc je vous conseille de refermer les balises immédiatement après les avoir ouvertes. Ça évite beaucoup d'erreurs. Alors si vous avez un bon éditeur de texte, normalement celui-ci devrait refermer les balises automatiquement. Je sais que c'est le cas de Komodo entre autres. Alors ensuite, donc, dans l'élément HTML, on place nos deux éléments head et body, l'un en dessous de l'autre. Puis dans l'élément head, on place donc l'élément title avec le titre de notre page. Donc ici par exemple, on peut écrire ma première page en HTML pour faire dans l'originalité. Et ensuite, donc en dessous, on écrit le meta charset, donc meta charset, et on va lui donner une valeur donc en UTF-8. Alors UTF-8 qui est l'encodage utilisé en gros pour toutes les langues latines. Voilà, donc vous venez de créer votre première page en HTML. Donc on peut commencer déjà par ajouter un petit paragraphe dans notre body pour donner un peu de contenu à cette page. Donc pour cela, on ouvre une balise P qu'on referme immédiatement. Et à l'intérieur, on écrit par exemple « Ceci est mon premier paragraphe ». Voilà donc pour cette première page en HTML. Alors, comme il n'est jamais trop tôt pour apprendre les bonnes manières, on va tout de suite voir quelques règles et quelques bonnes pratiques. Alors tout d'abord, comme vous l'avez remarqué, le HTML permet tout à fait d'imbriquer les éléments les uns dans les autres. Ici, par exemple, nous avons un élément title à l'intérieur de l'élément head, qui est lui-même à l'intérieur de l'élément HTML. Alors la seule chose à laquelle vous devez faire attention est de bien refermer les balises dans le bon ordre. Alors le bon ordre, lequel est-il? C'est A, B, BA. Donc en gros, l'élément HTML en premier ici, ensuite l'élément head, et donc on referme l'élément head avant de refermer l'élément HTML. Jamais donc AB, AB. Alors normalement, si vous refermez bien chaque balise juste après en avoir ouverte une, vous ne devriez jamais avoir de problème. Seconde bonne pratique, donc l'indentation. Alors indenter son code, c'est tout simplement ajouter des espaces au début de ligne afin de le rendre plus lisible. Et donc il n'y a pas vraiment de règles concernant l'indentation, toutefois, en général, on ajoute un espace à chaque fois que l'on ouvre une balise à l'intérieur d'un élément. Donc on voit que c'est ce que j'ai fait ici avec la balise ouvrante title par exemple. Je l'ai également fait pour la balise ouvrante head et pour la balise ouvrante body. Donc, en revanche, vous voyez que je n'ai pas ajouté d'espace supplémentaire pour la balise ouvrante meta par rapport à la balise title, car celle-ci n'est pas contenue donc, dans l'élément title. Alors, indenter permet véritablement d'être plus clair et de rendre votre code à la fois plus lisible et plus professionnel pour vous-même et dans le cas où vous seriez amené à le distribuer. Alors, dernière bonne pratique dont je voulais vous parler pour le moment, le fait de commenter son code. Alors, commenter son code, c'est tout simplement ajouter des commentaires. Les commentaires ne seront pas visibles lors de l'affichage de votre page web dans le navigateur, mais uniquement lorsque quelqu'un regardera le code de votre page. Commenter, ça sert avant tout à comprendre votre code et à s'y retrouver plus facilement. Donc par exemple, dans le cas où vous le distribuez, ou dans le cas où vous reveniez donc retoucher à votre code après une longue période d'attente, et dans le cas où vous auriez oublié donc ce que vous aviez fait. Et alors là, je mets un point d'honneur là-dessus. Commenter, ce n'est pas un luxe, mais c'est vraiment une pratique indispensable. Et c'est ce qui va différencier un développeur moyen d'un bon développeur, véritablement. Donc commenter, ça sert autant pour vous, donc dans le cas où vous reviendriez toucher un code que vous aviez laissé de côté, que pour les personnes donc, qui seraient susceptibles de lire votre code, afin qu'elles comprennent plus rapidement et plus facilement ce que vous avez voulu faire. Alors pour commenter en HTML, c'est très simple, il suffit d'écrire chevron ouvrant, point d'exclamation, 2 tirets, ensuite votre commentaire ici, par exemple ceci est mon commentaire, et on referme avec 2 tirets à nouveau et un chevron fermant. Alors une mise en garde cependant, retenez bien qu'à partir du moment où votre page est sur le web, tout le monde peut lire votre code source, et donc votre code HTML.
Ne mettez donc jamais d'informations sensibles, comme des mots de passe par exemple, dans votre code HTML. Si vous ne me croyez pas, on peut faire la démonstration donc immédiatement avec un petit site inconnu qui se nomme Wikipédia. Alors, il me suffit donc d'aller sur le site Wikipédia, la page d'accueil. Donc je clique, admettons, sur français pour arriver donc sur la page d'accueil en français. À partir de là, donc je fais un clic droit. Je clique sur afficher le code source de la page. Et vous voyez que j'ai accès donc à tout le code HTML de la page en question. Donc vous voyez bien toutes les balises et tout le code HTML. Alors retenez bien que tout le monde donc peut lire votre code HTML sur votre site. Donc faites donc juste attention aux informations que vous laissez donc en commentaire notamment et dans votre code HTML. Évitez les informations sensibles comme je vous l'ai dit. Et donc reprenons donc notre page HTML là où on l'avait laissée et il est maintenant temps d'apprendre de nouveaux éléments donc pour étoffer notre connaissance du HTML. Alors on va donc commencer avec les éléments les plus utilisés et les plus simples à utiliser, les éléments P, les éléments de type H, donc H1, H2 jusqu'à H6, et l'élément BR, que nous avons déjà tous aperçu. Donc l'élément P, nous l'avons déjà dit, sert à définir des paragraphes. Alors vous pouvez créer autant de paragraphes que vous le voulez dans votre page HTML, et à chaque nouveau paragraphe, un retour à la ligne est automatiquement effectué. Alors nous verrons plus tard pourquoi. Pour le moment, retenez juste que vous pouvez créer autant de paragraphes que vous voulez, qu'il y a un retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe. Donc l'élément BR, lui, sert à faire un retour à la ligne. On l'utilise donc en général à l'intérieur d'un élément P. Enfin, donc les éléments H1, H2, H3, H4, H5 et H6 servent tous à définir des titres du plus important pour H1 au moins important pour H6. Pour le moment, donc, retenez que vous n'avez le droit de n'utiliser qu'un seul titre H1 par page HTML. Nous verrons par la suite que ce n'est pas totalement vrai, mais pour le moment, retenez cela afin que ce soit le plus clair pour vous, pour simplifier les choses pour le moment. En revanche, donc, vous pouvez utiliser autant de titres H2, H3, H4, H5 et H6 que vous le souhaitez dans votre page HTML, du moment que cela reste cohérent, évidemment. N'oubliez pas que les éléments en HTML servent à donner une valeur sémantique au contenu. Et en pratique, d'ailleurs, on n'utilisera que très rarement les titres de niveau 4, 5 et 6. Alors, donc commençons par écrire déjà quelques titres et quelques paragraphes afin de voir le résultat dans le navigateur. Alors par exemple H1, donc ceci est mon premier titre. Et donc mettons juste un retour à la ligne dans notre paragraphe, hop, par exemple au milieu ici. Voilà, très bien. Alors comme vous l'avez remarqué, les titres apparaissent en gras et ont des tailles différentes de celles des paragraphes dans votre navigateur. Donc là, si on veut écrire un titre H2 et H3, donc juste pour l'exemple, donc H2, ceci est notre titre, et H3, ceci est un titre de niveau 3. Voilà. Donc vous voyez que les titres ont chacun une taille différente et ont des tailles différentes de notre paragraphe. Alors c'est là où j'en reviens à mon premier point. Vous ne devez jamais utiliser des éléments HTML pour mettre en forme le contenu. Et d'ailleurs, je pense que vous avez compris maintenant pourquoi beaucoup de débutants font l'erreur, car c'est vrai que c'est tentant. Alors donc j'entends par là que vous ne devez jamais utiliser d'éléments H1 si vous voulez mettre le texte en grand et en gras. La taille et le poids du texte donc ne sont que le résultat d'interprétation et de la mise en forme automatique en fait que fait votre navigateur de vos balises. Pour mettre un texte en grand ou en gras, on utilisera les propriétés du langage CSS. Donc rappelez-vous le CSS seulement pour changer la mise en forme du contenu. On pourra également utiliser donc le CSS pour retirer cette même mise en gras et pour donner une taille normale à nos titres si on le souhaite. Ça, c'est pas un problème. Alors, continuons dans la découverte de nos éléments HTML avec maintenant 3 nouveaux éléments, les éléments strong, EM et mark. Alors l'élément strong, tout d'abord, va être utilisé pour indiquer au moteur de recherche qu'un contenu est particulièrement important. L'élément strong, tout d'abord, va être utilisé pour indiquer au moteur de recherche qu'un contenu est particulièrement important, afin que celui-ci soit donc traité avec plus d'importance.
L'élément EM ensuite, donc pour EM pour emphasis ou emphase, est en fait assez proche de l'élément strong, car il sert lui aussi à indiquer qu'un contenu est important, mais moins important tout de même qu'un contenu qui sera placé entre les balises strong. Alors si vous vous demandez l'intérêt de ces éléments, il est avant tout dans l'optimisation du référencement de votre site. En effet, donc normalement, vous devriez avoir ciblé des mots-clés et essayer d'être bien référencé sur ces mots. Les balises strong et EM vous aident entre autres à atteindre ce but. Enfin, donc l'élément marque est utilisé pour faire ressortir du contenu. Alors ce contenu ne sera pas forcément considéré comme important, mais cette balise peut servir dans le cas de l'affichage de résultats suite à une recherche d'un de vos visiteurs par exemple. Alors utilisons tout de suite ces éléments en pratique. Alors pour cela on va créer un autre paragraphe. Donc ceci est un autre paragraphe. Et donc on va utiliser par exemple l'élément strong autour du mot paragraphe. Donc vous voyez que la mise en forme réalisée par le navigateur, c'est une mise en gras du mot. Alors n'oubliez pas encore une fois qu'on utilise le CSS pour mettre en forme et pas le HTML. Alors maintenant on peut mettre par exemple le verbe être entre les balises EM par exemple. Donc EM, EM. Alors là vous voyez cette fois-ci donc que la mise en forme automatique, donc c'est une mise en italique. Et enfin donc si on utilise l'élément donc marque autour de autre par exemple, marque donc on s'aperçoit donc que le mot est surligné en jaune. Voilà, donc c'est tout donc pour ces 6 éléments de base, donc les éléments de type H, l'élément P, l'élément BR et les éléments strong, EM et marque. Alors ce sont des éléments évidemment très importants, donc vous apprendrez à maîtriser au fur et à mesure de votre pratique. Et il est donc maintenant temps de s'attaquer à des éléments relativement plus complexes, et nous allons commencer avec les listes. Alors les listes, si vous vous demandez ce qu'elles sont, ce sont ce que vous créez entre autres quand vous utilisez des puces dans un document Word ou PowerPoint par exemple. Alors dans nos pages web, les listes vont avoir 2 grandes utilités possibles. La première, c'est qu'on peut les utiliser pour créer des menus, et la seconde, c'est qu'on peut les utiliser dans leur forme brute afin de mieux présenter les articles d'un blog par exemple. Donc, il existe 3 grands types de listes. Les listes ordonnées, les listes non ordonnées et un type un peu différent, les listes de définition. Alors nous allons commencer avec les listes ordonnées et non ordonnées. Alors pour créer une liste non ordonnée, on va avoir besoin de 2 éléments différents. L'élément UL tout d'abord, qui va contenir la liste et qui est l'abréviation de Unordered List, et l'élément LI qu'on va utiliser pour chaque élément de la liste. Alors voyons tout de suite un exemple de liste non ordonnée. Alors par exemple, donc, on se place sous notre deuxième paragraphe. Alors on ouvre une balise donc UL, ensuite une balise LI. Là on met le premier élément de notre liste, par exemple fraise. On referme donc, on réouvre un autre élément. Deuxième élément donc route par exemple. On referme. Et troisième élément, maison. Et donc on referme ensuite notre liste. Donc vous voyez, une liste non ordonnée, ça ressemble à cela. Alors là, vous comprenez donc bien pourquoi j'utilise une liste non ordonnée, tout simplement car il n'y a pas de relation de subordination, ni même de cohérence dans cette liste, donc il n'y avait aucune raison d'utiliser une liste ordonnée. Alors pour créer une liste ordonnée maintenant, on va simplement remplacer l'élément UL par un élément OL, donc qui signifie Ordered List cette fois-ci. Donc si on prend un exemple, donc on crée sous cette liste, donc OL, donc toujours pareil, LI, introduction, LI, thèse défendue. Et troisième élément, alors je mets que 3 éléments, je pourrais en mettre beaucoup plus. Conclusion, par exemple. Voilà, on referme bien la liste.
Et donc on voit bien la différence entre les deux types de listes. Donc la liste ordonnée possède véritablement un aspect de subordination, donc d'ordre ou de classement, quoi. Alors dernier type de liste donc, que nous allons voir ensemble, les listes de définition. Alors les listes de définition sont utilisées tout simplement pour définir des termes, comme leur nom l'indique. Alors on va devoir utiliser 3 éléments différents cette fois-ci pour créer une liste de définition. Un élément DL tout d'abord, donc qui signifie Definition List. Un élément DT, qui signifie Definition Term. Et un élément DD, donc pour la définition en soi. Alors, la seule règle à retenir lorsque l'on crée une liste de définition, c'est que l'on doit absolument placer l'élément DT avant l'élément DD. En revanche, on peut très bien associer plusieurs termes à une même définition, ou plusieurs définitions à un même terme, ça, il n'y a aucun problème. Alors, voyons un exemple immédiatement donc en définissant par exemple le mot HTML. Alors, on commence avec notre élément Definition List. Ensuite, notre élément Definition Term, dans lequel on met le terme à définir, donc ici HTML. On referme l'élément. Et donc ensuite, on ouvre une balise DD, et par exemple, HTML est l'abréviation de Hypertext Markup Language. Et on referme donc notre balise DD, puis on referme notre balise DL. Voilà, donc là on vient de créer une liste de définition. Alors voilà, donc vous voyez bien que les listes sont très simples à créer en soi. N'hésitez pas à vous entraîner et à les utiliser par la suite car celles-ci ne contiennent vraiment que des avantages. Alors une dernière chose sur les listes dont je voulais vous parler, la possibilité d'imbriquer des listes les unes dans les autres. Donc pour faire cela, vous allez voir c'est également très simple, il suffit de commencer une première liste, puis d'en ouvrir une seconde avant de fermer un élément de cette première liste. Alors par exemple, donc on peut commencer, imaginons avec une liste ordonnée, donc OL, alors on va reprendre une liste à 3 termes, comme on a l'habitude. Par exemple, natation, vélo, et course à pied. Ça fera un bon clin d'œil aux triathlètes. Voilà, donc on referme cette première liste. Et donc dans celle-ci, on va créer une liste non ordonnée. Alors on pourrait très bien créer une liste ordonnée dans une liste ordonnée, il n'y a pas de problème. On va donc créer ça au niveau de natation par exemple. Donc on se place ici, donc avant de fermer l'élément. Et là on crée une nouvelle liste. Donc une liste UL. C'est là où je vous conseille vraiment de commencer à fermer donc, les balises une fois ouvertes, sinon vous allez vous perdre. UL et donc LI. Alors pour nager il nous faut quoi? Un maillot. Maillot. Pas comme mayonnaise. Un bonnet. Et des lunettes par exemple. Et voilà, donc vous avez créé donc des listes imbriquées. Alors ça c'est tout simple, si vous faites bien attention à bien refermer les balises au bon moment, et ce sera jamais plus compliqué que ça. Donc remarquez quand même tout de même au passage que c'est beaucoup plus simple à lire avec une bonne indentation. Si j'avais pas eu d'indentation, ça aurait été beaucoup plus compliqué, et j'aurais pu m'y perdre. Donc pensez à bien indenter quand vous faites vos listes également. Et donc nous arrivons à l'une des dernières choses que je veux voir avec vous dans cette introduction au HTML, à savoir la création de liens. Alors il faut tout d'abord savoir qu'il y a différents types de liens, et pour le moment nous allons nous concentrer sur les deux plus connus, qui sont les liens internes et les liens externes. Alors un lien interne tout d'abord est un lien créé entre deux pages d'un même site web, tandis qu'un lien externe est un lien menant d'un site web vers un autre site web. Alors pour créer des liens, on en a déjà parlé, on va utiliser l'élément A avec son attribut href, qui signifie Hypertext Reference, et qui sert donc à indiquer la cible du lien. Alors quel que soit le type de lien créé, la seule chose qui va changer, ça va être ce que l'on va mettre en valeur de l'attribut href.
Alors commençons donc avec les liens internes, et pour créer des liens internes, on va utiliser un chemin qu'on appelle relatif. Ce qui veut dire en fait qu'on va situer la page vers laquelle on veut faire un lien relativement par rapport à la page à partir de laquelle on fait un lien. Alors il y a 3 cas à distinguer donc pour les liens internes. Le premier cas, donc le cas où les deux pages web, donc la page à partir de laquelle on fait un lien et celle vers laquelle on fait un lien, sont dans le même dossier. Alors dans ce cas, on précise simplement le nom de la page dans l'attribut href en valeur, comme ceci, donc ici, vous voyez, page2.html. Alors page 2, évidemment, c'est un exemple. Vous devrez mettre le nom de votre page vers laquelle vous voulez faire un lien. Alors le deuxième cas, donc c'est le cas où la page vers laquelle on veut faire un lien se trouve dans un sous-dossier. Alors il faudra donc en tenir compte dans la valeur de l'attribut href et l'indiquer donc comme ceci, sous-dossier / page 2. Alors encore une fois, sous-dossier, vous remplacerez par le nom de votre sous-dossier. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quand vous enregistrez des fichiers, que ce soit HTML, CSS ou même des dossiers ou des pages web, essayez de ne pas mettre d'espace autant que possible, car c'est considéré comme une mauvaise pratique. Donc utilisez plutôt des underscores si vous avez plusieurs mots à mettre, ou mettez tout en un mot, comme je l'ai fait là. Donc on pourrait également utiliser un underscore comme ceci. Mais ne mettez pas d'espace, c'est pas considéré comme une bonne pratique, vraiment pas. Et donc le troisième et dernier cas, donc le cas où la page vers laquelle on veut faire un lien se trouve dans un dossier parent. Alors dans ce cas, on devra rajouter, comme je l'ai écrit ici, 2 points et un slash. Et donc on devra rajouter autant de fois 2 points et un slash qu'il y aura de niveau de parenté donc, entre la page qu'on souhaite atteindre et la page sur laquelle on est. Donc c'est à peu près tout. Alors illustrons tout de suite cela avec un exemple. Et pour l'exemple, donc on va commencer par devoir créer 3 dossiers. Un premier dossier donc qu'on va placer sur notre bureau et que l'on va appeler lien parent. Un second dossier à l'intérieur de ce premier dossier que l'on va appeler lien. Et un troisième et dernier dossier à l'intérieur du dossier lien que l'on va appeler lien sous. Alors allez-y, moi je l'avais déjà fait en avance. Et donc normalement vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc un dossier lien parent que vous avez placé sur votre bureau ou ailleurs, hein. D'ailleurs faites comme vous voulez, mais je vous conseille de le mettre sur votre bureau, ce sera plus simple. Dans le dossier lien parent, vous devriez avoir un dossier lien seulement, et dans ce dossier lien, vous devriez avoir un autre dossier qui s'appelle lien sous. Et donc dans le dossier lien sous, vous n'avez rien normalement. Donc j'espère que c'est bon, vous avez vos 3 dossiers. Alors ensuite, donc on va ouvrir notre éditeur de texte, car pour créer des liens entre deux pages, eh bien, il faut plusieurs pages, et il faut les enregistrer, et moi je ne peux pas le faire avec JSBin, donc on va le faire avec l'éditeur de texte. Donc, on ouvre notre éditeur de texte, pour moi c'est Komodo. Et donc on va commencer par créer une première page. Et donc on va tout de suite commencer par enregistrer notre page au format HTML. Donc on va l'appeler page1.html et on va la mettre dans notre dossier lien. Donc on sauvegarde, très bien. Alors, on écrit la structure minimale d'un fichier HTML, vous devriez commencer à avoir l'habitude. Donc, doctype HTML. Ensuite, l'élément HTML. À l'intérieur, donc l'élément head, dans lequel on met le titre. Alors, on va la nommer ma page 1, par exemple. Sous le titre, donc le meta charset, qu'on définit comme d'habitude en UTF-8. On n'oublie pas donc le slash après, à la fin. Ensuite, donc sous l'élément head, un élément body. Et dans l'élément body, on va mettre un élément P. Donc, ceci est ma page 1, par exemple. Voilà, très bien. Donc là, on enregistre. Donc CTRL S ou commande S selon que vous soyez sous PC ou sous Mac. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette structure. On va créer un nouveau document. Donc on va coller et on va juste remplacer ma page 1 par ma page 2. Et ceci est ma page 1 par ceci est ma deuxième page. Ce sera plus joli quand même. C'est ma deuxième page. Donc toujours pareil, on enregistre au format HTML, toujours dans le dossier de lien.
Et donc on va enregistrer donc sous le nom page2.html. Très bien. Donc on réitère l'opération une troisième fois. Donc on copie, on ouvre un nouveau fichier, on colle. Cette fois-ci on remplace donc page 2 par page 3. Et ceci est ma donc troisième page. Alors j'espère que jusqu'ici vous suivez. Donc on enregistre, toujours pareil. Et cette fois-ci on va placer la page dans le dossier lien sous. Et donc on l'enregistre sous le nom page3.html. Très bien. Et donc on va faire ça une dernière fois. Donc, nouveau fichier, coller, on remplace page 3 par page 4, et ceci notre page par ceci ma quatrième page. Voilà, donc on enregistre, et cette fois-ci on enregistre dans le dossier lien parent. Et on enregistre donc sous le nom page4.html. Voilà, très bien. Donc, en théorie, donc, vous devriez avoir... Alors, vous devriez avoir la page 1 et 2 dans le dossier lien. La page 3 dans le dossier lien sous. Et donc la page 4 dans le dossier lien parent. Donc si tout est bon, on va pouvoir passer à la suite et on va pouvoir vraiment... Donc si tout est bon, on va pouvoir passer à la suite et véritablement créer les liens donc, de notre page 1 vers nos autres pages, donc nos pages 2, 3 et 4. Alors, pour cela, donc, on repart sur la page 1. Donc, on crée un nouveau paragraphe. Ce paragraphe contient un lien vers la page 2, par exemple. Et donc, on va créer notre encre autour de page 2. Donc pour cela, on se met juste avant le page. Donc A, href, que là on connaît, égale. Donc vu que notre page 2 est dans le même dossier que notre page 1, on n'a qu'à indiquer donc l'adresse de la page 2. Donc c'est page2.html, tout simplement. On referme. Et donc on met bien le page 2 entre les balises A. Hop. On enregistre. On crée un autre paragraphe. Maintenant, pour faire un lien vers la page 3, donc ce paragraphe amène vers la page 3. Alors cette fois-ci, la page 3 est dans un sous-dossier, donc il faut en tenir compte. Alors ahref égale, donc notre sous-dossier s'appelle lien underscore sous slash page 3.html. On referme les guillemets. On referme et on met le texte page 3 entre les balises A. Très bien. Et donc un dernier paragraphe donc pour faire un lien vers la page 4. Ce paragraphe, je vais y arriver, oui. Va tout droit vers la page 4. Et donc la page 4, cette fois-ci, est dans un dossier parent. Donc égal 2.1/ page 4.html. Hop, on referme et on met bien page 4 au milieu. Donc on enregistre maintenant. Et donc on va ouvrir notre page 1. Donc qui se trouve dans notre dossier lien. Donc on double-clique dessus. La page s'ouvre donc normalement dans votre navigateur. Alors ne faites pas attention à ça, hein, c'est juste que donc mon format d'encodage ne va pas bien supporter les accents avec Safari. C'est pas grave. Et donc là vous êtes sur votre page 1. Donc vous voyez bien qu'on a nos 3 paragraphes avec nos liens. Et donc on va voir s'ils marchent tout simplement. Donc on clique dessus sur page 2. On voit qu'on arrive bien sur la page 2. Donc celui-là marche, parfait. La page 3. On est bien également sur la page 3. Et la page 4, on arrive également sur la page 4. Donc tout marche parfaitement bien. Alors voilà donc tout simplement pour les liens internes. Donc pour les liens externes maintenant, alors ça va être plus simple. Donc en fait il suffit d'écrire l'URL du site donc vers laquelle on veut faire un lien en valeur de l'attribut href. Alors par exemple,
Si je veux faire un lien donc, vers Wikipédia, j'aurais qu'à écrire donc, dans un paragraphe visiter le site Wikipédia par exemple. Donc on va mettre le lien autour de Wikipédia, donc a href égale donc http je crois qu'il y a 3w .wikipedia et je crois que c'est .org. On referme donc, hop, on dit X, commande V, on enregistre bien notre page, on retourne sur notre page 1, on rafraîchit la page, et donc lorsqu'on clique, est-ce qu'on arrive bien sur Wikipédia? Oui, on arrive bien sur Wikipédia, donc ça marche parfaitement bien. Alors maintenant, si vous voulez faire en sorte que votre lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, car là vous avez remarqué donc, qu'on perd la fenêtre actuelle, donc les visiteurs sortiront de votre site s'ils cliquent sur un lien, donc c'est pas forcément ce que vous voulez. Donc si on veut faire en sorte que votre lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet, donc on devra rajouter l'attribut target à l'élément A et lui ajouter la valeur blank. Alors, voyons tout de suite comment faire cela. Donc on se passe donc, dans la balise ouvrante A, hop, donc derrière l'attribut href, on écrit un attribut target égale underscore blank, tout simplement. Donc on enregistre, et lorsqu'on retourne sur notre page, donc on rafraîchit la page, et lorsqu'on clique dessus, vous voyez donc que le lien cette fois-ci s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Alors en revanche, vous ne pouvez pas choisir si le lien s'ouvrira dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre, car ce choix est généralement laissé au navigateur ou au visiteur. Mais bon, vous pouvez être sûr en tout cas que votre lien s'ouvrira dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre, ce qui est déjà pas mal. Alors ensuite, donc, là on a parlé des liens internes et des liens externes. Il faut savoir qu'il existe d'autres types de liens, donc en dehors de ces deux types de liens. Et j'aimerais donc vous parler de 3 d'entre eux. Les liens de type encre tout d'abord, les liens pour envoyer un mail et les liens pour télécharger un fichier. Alors commençons avec les liens de type encre. Ce sont des liens menant à un autre endroit en fait de la même page web. Alors cela peut être utile dans le cas par exemple d'une page web qui serait très longue et si vous voulez que vos visiteurs aient accès à une section en particulier rapidement, par exemple sur le site Wikipédia. Donc si je vais sur, c'est un très bon exemple Wikipédia. Donc si je cherche donc un article, donc par exemple HTML, voilà, donc vous voyez que là vous avez un sommaire. Et donc ça, ce sont des liens de type encre. Alors que vous cliquez dessus, par exemple, si je clique sur description de HTML, j'arrive directement à description de HTML. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire tout de suite. Alors tout d'abord, donc pour tester les liens de type encre, il va nous falloir rajouter quelques lignes de texte dans notre page HTML. Donc il faut que la page soit assez longue. Alors je vous conseille tout simplement de prendre cet article, qui est très bien, par exemple. Hop, on va prendre tout ça. Alors n'en faites pas pour la mise en forme, c'est pas bien grave pour le moment. Voilà, donc on copie, hop, on va coller tout ça dans un nouveau paragraphe. Alors c'est pas très propre, mais bon, c'est pour l'exemple. Voilà, donc là on a beaucoup de texte, vous le voyez. Très bien. Donc si on enregistre et qu'on voit ce que ça donne sur notre navigateur, ça doit être suffisant, je pense. Voilà, très bien. Donc évidemment, donc la mise en forme est très très sale, mais bon, c'est pas grave, comme, encore une fois, c'est pour l'exemple. Alors donc pour créer une encre maintenant, donc on va commencer déjà par ajouter un attribut ID en fait à une balise ouvrante HTML, donc à l'endroit où l'on veut envoyer le visiteur. Alors par exemple, si on veut envoyer le visiteur à 1997 par exemple, alors déjà il nous faut une balise, ou là pour l'exemple on va mettre une balise H2 par exemple, donc c'est pas... Normalement, il ne faut pas trop utiliser les balises pour faire ce genre de choses, mais bon, c'est pas bien grave pour le moment, c'est pour l'exemple. Donc H2, donc ID. ID, donc égal, il faut lui donner une valeur. Donc la valeur, on va lui donner. Quelle valeur on va lui donner? On va lui donner par exemple encre 97. Donc, très bien. Et alors ensuite, donc ce qu'il faut faire, maintenant il faut vraiment créer le lien en soi. Donc pour cela, donc on va toujours utiliser notre élément A avec son attribut href, donc on réinvente pas la roue à chaque fois, mais cette fois-ci donc on va placer un dièse avant d'écrire la valeur de l'attribut href. Donc par exemple, on peut écrire donc ici dans ce paragraphe là, donc pour aller à
1997 immédiatement, cliquez ici. Et donc autour de cliquer ici, on va créer notre A, href, égale donc, ouvrez les guillemets, alors dièse, alors le nom qu'on a donné donc c'était encre 97, et on referme les guillemets tout simplement, on referme la balise, et on met bien le cliquer ici, entre les balises A, on enregistre, donc vous avez bien compris ce qu'on a fait, hein. Tout d'abord on a créé donc l'encre en soi, donc h2id avec le nom de notre encre, et ensuite on a créé le lien, donc avec le dièse, donc qui veut bien dire que c'est une encre, autour donc des mots cliqués ici. Et donc si on retourne maintenant sur notre page, donc on l'actualise, alors on voit bien déjà que notre 97 est sous forme de titre, et lorsqu'on clique, vous allez voir, on est ramené donc à 97. Alors là on n'est pas ramené, normalement 97 est en haut de la page, on n'est pas ramené plus bas que ça car on n'a pas assez de texte là, hein. Je suis déjà en bas de ma page en fait. Mais bon, théoriquement, donc 97 devrait être en haut de la page, si on avait eu plus de texte en dessous. Donc voilà pour les liens de type encre, tout simplement. Alors ça peut être très utile si vous créez par exemple des articles assez longs, donc pour que vos visiteurs puissent avoir accès à une partie de l'article très rapidement et très facilement. Donc n'hésitez pas à utiliser ce type de lien. Alors ensuite, donc pour envoyer un mail, donc pour créer un lien pour envoyer un mail, donc on va tout simplement utiliser la valeur mail_to à l'attribut href. Alors pour cela, on crée un autre paragraphe et donc on va écrire par exemple envoyez-moi un mail. Alors on va créer notre lien autour de mail, donc a href égale, donc toujours ouvrez les guillemets, mail_to en un seul mot, 2 points. Et donc là, vous mettrez votre adresse mail. Alors, par exemple, moi, je vais mettre exemple@mail.com. On referme les guillemets. Hop, on referme la balise. On met le mail entre les balises. On enregistre donc. On retourne sur notre page pour tester. On actualise la page. Donc, notre paragraphe est ici. Et lorsqu'on clique sur mail, vous allez voir que notre messagerie par défaut va s'ouvrir automatiquement. Et donc vous voyez que le champ mail est déjà pré-rempli. Donc ça c'est pour envoyer donc un mail, enfin pour que vos visiteurs puissent simplement vous envoyer un mail. Et donc dernier type maintenant de lien que je voulais voir avec vous, donc le lien pour faire télécharger un fichier à vos visiteurs. Alors pour cela, il nous faut déjà un fichier à télécharger, donc au format PDF, XLS, zip, quel qu'il soit, donc ça c'est pas bien grave, ça sera très bien. Donc par exemple là je vais créer donc, dans le même dossier donc, que ma page 1 pour que ce soit plus simple. Donc je vais créer un fichier. Donc par exemple en fait je vais prendre ma page 1. Moi je vais la compresser. Comme ça j'aurai une archive au format zip. Donc qui s'appelle page1.html.zip. Alors vous si vous ne pouvez pas compresser de cette façon, n'hésitez pas à créer n'importe quoi, un fichier Word ou un fichier PDF par exemple. Donc que vous mettrez donc dans le même dossier donc, que votre page 1.html. Et ensuite, donc, il ne nous reste plus qu'à faire un lien, comme on a l'habitude, en utilisant un chemin relatif. Alors par exemple, donc, si ce dossier était sur un serveur, on écrirait donc p télécharger mon super fichier. Donc on met le lien autour de fichier par exemple, donc a href égale, donc on utilise un chemin relatif, comme les deux pages, donc comme la page et le fichier à télécharger sont dans le même dossier, il suffit simplement d'écrire le nom du fichier à télécharger, donc c'est page1.html.zip pour moi, hop, et on referme donc, et on met bien l'encre fichier au milieu. Voilà, alors ça c'est la théorie donc si vous aviez votre dossier sur un serveur distant, donc il faudrait faire un chemin relatif comme ça, tout simplement. Là dans mon cas ça va pas marcher, tout simplement parce que mon fichier est déjà sur ma machine en fait, mon fichier est déjà sur mon ordinateur, je ne peux donc pas le télécharger. Donc cependant, si vous êtes vraiment sur votre serveur, donc si votre site est sur le web, vous devrez faire comme je l'ai fait dans mon exemple, donc juste mettre le chemin relatif, donc d'une page par rapport à l'autre, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était pour télécharger un
donc un fichier. Donc voilà, donc c'est tout pour les liens en fait, hein. Donc on a vu donc les liens internes, liens externes, liens donc pour envoyer un mail, lien de type encre et lien pour télécharger un fichier. Alors je pense que ça fait pas mal de nouvelles choses à assimiler d'un coup, donc n'hésitez pas à faire une pause et à laisser reposer cela un instant et à revenir, donc re-regarder tout ça pour éviter de confondre les différents types de liens, car c'est quand même très important donc cette leçon sur les liens. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre un moment, à revenir et à bien comprendre chaque type de lien et comment utiliser chaque type de lien. Voilà, donc pour les autres, donc pour ceux qui sont encore fonctionnels, on continue. Et donc j'aimerais terminer cette partie d'introduction au HTML avec un petit peu de théorie et quelques mises en garde. Alors pour commencer déjà, vous devez savoir que différents navigateurs peuvent produire différents résultats à partir d'un même code. Autrement dit, donc il est possible que votre page web s'affiche différemment selon le navigateur utilisé par vos visiteurs. Alors pourquoi cela? Tout simplement car tous les navigateurs ne supportent pas les mêmes propriétés et ne reconnaissent pas les mêmes éléments. Alors vous avez de la chance aujourd'hui en fait, donc les dernières versions de quasiment tous les navigateurs sont standardisées et reconnaissent et traitent donc un même code de la même façon dans à peu près 95% des cas. Mais c'était loin d'être le cas il y a quelques années de cela, sachez-le. Le problème donc va venir du fait que différentes versions de chaque navigateur coexistent. Alors certains de vos visiteurs utilisent en fait encore Internet Explorer 7, d'autres vont utiliser Explorer 8, d'autres vont utiliser Internet Explorer 9, d'autres une vieille version de Firefox, etc., etc. Donc le problème va en fait très souvent venir des vieilles versions d'Internet Explorer qui ne reconnaissent pas certaines fonctionnalités du HTML entre autres et du CSS3, ou qui utilisent des propriétés non standardisées, c'est-à-dire qui sont propres à Internet Explorer. Ça c'était encore dans l'ère où Windows dominait le monde. Donc si je vous dis tout cela, c'est vraiment pour attirer votre attention sur la nécessité de tester votre code avec différents navigateurs et différentes versions de chaque navigateur afin de voir si le résultat est plus ou moins conforme à vos attentes. Alors donc si vous cherchez un peu sur internet, vous verrez qu'il y a des sites qui proposent automatiquement de tester sur tous les navigateurs et toutes les versions. Vous pouvez les utiliser si vous voulez, sinon cantonnez-vous vraiment aux versions les plus importantes donc selon vos visiteurs. Donc pour tester si le résultat est plus ou moins conforme à vos attentes. Alors s'il ne l'est pas, je vous laisse encore une fois chercher sur le web, vous trouverez des patchs donc pour telle ou telle propriété pour Internet Explorer 7 par exemple, donc qui corrigent les erreurs. Donc je vous laisse chercher car en fait tout détailler ici serait vraiment trop long car il y a énormément de patchs. Donc je vais chercher selon vos besoins spécifiques. Alors ne devenez pas maniaque pour autant, hein, ne perdez pas des jours et des jours à fixer une broutille pour une version d'un navigateur qui est utilisée que par 3 de vos visiteurs. Donc vraiment concentrez-vous sur les problèmes essentiels. Alors en revanche, vous devez absolument vous efforcer d'avoir un code propre et valide, ne serait-ce que pour ne pas être pénalisé d'un point de vue référencement par les moteurs de recherche. Alors pour vérifier la validité de votre code, le W3C, donc le World Wide Web Consortium, donc l'autorité en matière de codification des langages informatiques, met à notre disposition différents outils et notamment des validateurs HTML et CSS. Alors vous pouvez trouver donc ces validateurs à ces adresses. Pour le validateur HTML, c'est http://validator.w3.org et pour le validateur CSS, donc c'est http://jigsaw.w3.org/css validator. Donc vous devez vraiment vous efforcer d'avoir toujours un code valide. Et voilà qui clôt notre introduction au HTML. Et il est donc maintenant temps de passer au CSS. Et donc vous allez enfin pouvoir modifier l'apparence de vos textes, rajouter des bordures ou changer la disposition des éléments sur votre page.